Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un autre exercice donc dans la série des cols du lundi, un exercice qui va traiter du cyclotron de Lorentz. Donc ce cyclotron a été un des premiers cyclotrons, même le premier cyclotron utilisé dans l'histoire, qui a coûté en gros une centaine de dollars et qui avait un tout petit diamètre, 11 cm, très petit par rapport au diamètre des cyclotrons actuels qui eux sont de l'ordre du kilomètre. Donc évidemment, les énergies atteintes n'ont rien à voir. Alors ici, il a permis d'obtenir des protons d'énergie E égale 80 kV en appliquant des différences de potentiel U égale 1800 volts entre les deux demi-cylindres. La masse du proton est donnée, sa charge aussi. Alors, ici on rappelle, avant de commencer l'exercice, le principe d'un cyclotron. Alors un cyclotron, c'est un dispositif qui se décompose en deux parties. Donc des parties où va régner un champ magnétique. Donc ce champ magnétique qui va être là, pour simplement forcer les trajectoires des particules à se recourber. Donc l'idée c'est qu'on va injecter une particule avec une certaine vitesse dans un demi-cylindre, vu du dessus ici. Cette particule va simplement faire demi-tour dans ce demi-cylindre. Plus la vitesse des particules augmente, plus le rayon de la trajectoire va augmenter. Et donc en imaginant que la particule parte du centre, donc ici un proton, on sait qu'il va tourner dans le sens horaire autour de B. Donc, hop, le proton qui va gagner une certaine énergie va faire un premier demi-tour à une certaine vitesse, être réinjecté dans la zone de champ électrique, donc la zone de champ électrique située entre les deux demi-cylindres. Le champ électrique qui, pendant le demi-tour, aura changé de sens. Donc ici, on va avoir un champ alternatif. Donc, ce champ aura changé de sens. Ainsi, la particule va être de nouveau accélérée. Son accélération va provoquer un gain de vitesse, ce qui va augmenter le rayon de la trajectoire circulaire. La particule va repasser dans la zone de champ électrique qui aura de nouveau changé de sens et va être de nouveau accélérée. Donc le rayon de la trajectoire circulaire va encore augmenter ici. Nouvelle accélération, nouveau demi-tour, etc. Vous avez compris le principe. Donc le cyclotron va nous permettre, dans un volume de l'espace très restreint, d'atteindre des énergies élevées en forçant la particule à passer dans la même zone de champ électrique qui va changer de sens à chaque demi-tour. Donc ce changement de sens à chaque demi-tour va se faire avec une fréquence cyclotron qui vaudra la pulsation cyclotron sur 2π. Donc la fréquence de changement de signe ici sera directement une image du mouvement de la particule dans les zones de champ magnétique. Donc vous voyez, champ électrique alternatif dans la zone hachurée en vert, champ magnétique dans les deux demi-cylindres, et on va arriver à un moment où le rayon des trajectoires augmentant, la particule va finir par être éjectée du cyclotron et va poursuivre en ligne droite. Donc ici, il est nécessaire sur ce type d'exercice d'avoir en tête le fonctionnement du cyclotron en lui-même. Alors, il faut savoir que ces exercices ne sont pas rares à l'oral et que le principe de fonctionnement du cyclotron fait partie des attendus du programme. C'est-à-dire que, en gros, vous devez être capable d'expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne cet appareil. Et ça paraît logique dans la mesure où la pulsation cyclotron est directement liée au niveau de l'interprétation physique au fonctionnement de cet accélérateur de particules, accélérateur circulaire ici. Première question, on nous demande la vitesse des protons. Alors ici, la vitesse des protons, on voit que c'est la vitesse obtenue en sortie de l'accélérateur. La vitesse obtenue en sortie de l'accélérateur, on va la déterminer simplement grâce à une donnée, enfin grâce à deux données si on est un peu plus précis. L'énergie obtenue en sortie, qu'on met en évidence ici, et la masse du proton. Donc grâce à la connaissance de l'énergie et de la masse, eh bien, on va obtenir la vitesse en partant du principe relativement logique ici, en partant du principe que l'énergie en sortie est de l'énergie cinétique.
Alors, si l'énergie en sortie est sous forme d'énergie cinétique, cela signifie que E, qui vaut 80 kV, vaut la moitié de la masse de la particule fois sa vitesse au carré. Donc, première chose que l'on va devoir faire ici, c'est convertir les 80 kV en joules. On se rappelle que 1 électronvolt, qui vaut finalement la charge électrique élémentaire fois la différence de potentiel de 1 volt, vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc, en combinant les deux informations, on va obtenir la vitesse qui vaut racine de 2 fois l'énergie sur la masse de la particule. Et par application numérique, on va en déduire que la vitesse vaut 3,91 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc, une chose que l'on peut vérifier instantanément, c'est que la vitesse est bien inférieure à c, ce qui est logique. Vu les vitesses atteintes ici, on voit qu'on est quand même assez proche de vitesse relativiste. Donc peut-être que en deuxième lecture, ou avec des questions qui permettraient d'aller plus loin, on pourrait appliquer des corrections relativistes au problème que l'on est en train d'étudier ici. Bon, ne disposant pas d'assez de données dans l'énoncé, on va se contenter ici de l'approche classique. Alors, la question suivante porte sur le nombre de tours effectués dans le cyclotron. Alors, le nombre de tours, on sait que ça va être lié directement à la quantité d'énergie acquise par la particule. Alors, on sait que l'énergie, au total dans son passage, a acquis l'énergie égale à 80 kV. On sait que la tension accélératrice, U, donc qui règne entre les deux demi-cylindres, vaut, d'après les données de l'énoncé, 1800 volts. Et donc cette tension change de signe périodiquement pour que les particules soient accélérées. Alors ici, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ça va signifier que si l'on représente un condensateur, finalement, l'accélérateur entre les deux demi-cylindres, c'est un simple condensateur. Donc si on représente un condensateur, ici, donc l'idée, c'est que la particule arrive d'un côté du condensateur et est accélérée par la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc si on a la particule qui arrive depuis, on va dire depuis la gauche, ici, donc on veut une particule repoussée par les charges positives, attirée par les charges négatives, dans la mesure où la particule est un proton. Donc si on alimente le condensateur de cette manière-là, ça signifie que l'intensité est censée arriver sur la borne chargée positivement et l'intensité est censée quitter la borne chargée négativement. L'intensité étant le sens conventionnel de déplacement des charges positives dans le circuit extérieur. Donc on va avoir la tension U qui va aller dans ce sens, le champ électrique E qui va aller dans ce sens, afin que la force F égale Q fois E soit effectivement une force accélératrice. Donc quand les protons partent de la gauche, on veut une tension U qui va de la droite vers la gauche. Lorsque les protons partent de la droite, on veut une tension U qui part de gauche et qui va vers la droite. Alors, si on fait un bilan d'énergie associé à un passage dans la zone entre les deux demi-cylindres. Donc ce qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir un potentiel V1 associé à cette plaque, un potentiel V2 associé à cette plaque, et donc le bilan énergétique pour un passage,
va nous dire que l'énergie cinétique sur la plaque 1 plus l'énergie potentielle sur la plaque 1 vaut l'énergie cinétique acquise au niveau de la plaque 2 plus l'énergie potentielle acquise au niveau de la plaque 2. Alors, l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle, on sait qu'elle est définie comme le produit de la charge Q par le potentiel électrique du point qui nous intéresse, V. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on était autorisé à faire un bilan énergétique? Eh bien simplement parce que le problème est conservatif et qu'on a donc conservation de l'énergie mécanique du système. Donc ici, en appliquant cette considération, on va obtenir que la variation d'énergie cinétique pour aller d'une plaque à une autre, donc associée à un passage dans la zone entre les deux demi-cylindres, vaut l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Vaut donc ici Q fois la tension accélératrice. Donc ici, on a un bilan associé à un seul passage. Donc si on travaille maintenant sur l'ensemble des passages, eh bien le nombre de passages ça va être tel que petit n fois la variation d'énergie cinétique associée à un passage vaut E, l'énergie en sortie. Nombre de passages au pluriel. Donc on va obtenir le nombre de passages n qui vaudra E sur la variation d'énergie cinétique pour un passage. On nous demande ici quelque chose d'un petit peu plus précis, on nous demande le nombre de tours. Or, on constate que par tour, il va y avoir un passage, demi-tour, un deuxième passage. Donc sachant qu'il y a deux passages par tour, on va finalement avoir le nombre de tours n, grand N, qui va être égal à la variation, donc à l'énergie cinétique en sortie, E, sur delta EC 1. Donc ça, pour l'instant, c'est le nombre de passages n. Et comme on a deux passages par tour, on va avoir deux fois moins de tours qu'il y a eu de passages. Donc on divise cette quantité-là par 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir un nombre de passages qui va valoir application numérique, n égale E, donc l'énergie acquise au total 80 kV, sur la variation d'énergie cinétique, donc Q fois la tension, donc la charge électrique élémentaire fois U. Donc ici on pourrait dire 80 kV sur 1800, 1,8 kV fois 2. Donc le nombre de passages finalement sera de 44, le nombre de tours de 22. Donc il va falloir 22 tours pour que la particule acquiert l'énergie cinétique donnée ici. Alors, si on cherche maintenant un accélérateur linéaire qui donne exactement la même énergie cinétique à la particule, eh bien l'accélérateur linéaire, c'est simplement, enfin on peut résumer ça comme ça, une sorte d'énorme condensateur. On injecte la particule d'un côté, on la plonge dans une différence de potentiel, on la récupère de l'autre.
Donc ici, l'idée, c'est que avec une seule tension, il va falloir créer la même énergie. Sachant que la variation d'énergie cinétique vaut la charge fois la tension accélératrice, eh bien, il faudrait une tension accélératrice qui donnerait directement la variation d'énergie cinétique E pour la particule. Donc là, on trouverait une tension accélératrice de manière assez logique de 80 kV. 80 kV. Alors, quel est le problème technologique posé par de telles valeurs de tension? Eh bien, on va avoir des problèmes dits de claquage du dispositif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le milieu isolant entre les deux plaques du condensateur risque de se transformer en milieu conducteur. Création d'éclairs d'une plaque à l'autre. Et à ce moment-là, s'il y a passage du courant avec de telles tensions, il y a gros risque de détérioration du dispositif. Donc ici, il faudrait une tension accélératrice de 80 kV. Alors, la dernière question posée revient ici à déterminer le champ magnétique dans le cyclotron utilisé par Lorentz. Alors, ici, on sait que le diamètre est de 11 cm. On sait que la particule va faire des demi-tours avec un rayon qui augmente d'autant plus que la valeur de vitesse a augmenté. Donc, en combinant ces deux informations et l'énergie maximale acquise, donc la vitesse maximale en sortie ici, eh bien on va pouvoir très simplement déterminer le champ magnétique utilisé. Alors pour cela, on sait que l'on peut relier facilement le rayon de la trajectoire à la valeur du champ magnétique. Alors, dans la mesure où on ne demande pas ici de démontrer explicitement l'expression, enfin le fait que les trajectoires soient circulaires, on part du principe que ce fait est acquis, et on va retrouver l'expression du rayon très rapidement. Comment? En appliquant une démarche dans une base cylindrique. Alors dans une base cylindrique, on va partir du principe que le centre de la trajectoire est situé à l'origine du repère, et donc on va avoir OM qui vaudra le rayon de la trajectoire sur ER, la vitesse qui vaudra, comme R est constant par hypothèse, Rθ point Eθ, et l'accélération qui vaudra Rθ point Eθ moins Rθ point au carré ER. On va calculer la force magnétique, QV vectoriel B, donc qui s'exerce dans la partie où le champ magnétique est présent. Dans ce cas-là, on n'a pas de champ électrique exercé. Donc QV vectoriel B, ici, ça va nous donner Q 0 Rθ point 0 vectoriel B sur EZ 0, 0, B. Donc finalement, Q Rθ point B, le tout sur ER. Dans la mesure où Rθ point Eθ vectoriel B EZ nous donne Rθ point B sur ER. Alors, ensuite, on applique le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la masse fois l'accélération vaut la force magnétique de Lorentz. Et par projection sur ER et Eθ, eh bien, on obtient les expressions voulues. Donc sur Eθ, on va obtenir mrθ point point égale 0, ce qui est signe d'un mouvement uniforme. Pour la projection sur ER, on obtient moins mrθ point au carré, qui vaut moins m v au carré sur R,
qui vaut Q fois V fois B. Alors, ici, on finit par obtenir, en simplifiant par V l'expression, que le rayon de la trajectoire vaut Q, alors vaut plus exactement, on passe R de ce côté-ci, M, Q et B de l'autre, moins MV sur Q fois B. Alors, pourquoi est-ce que cette expression est valide malgré le signe moins? Parce qu'on sait que la vitesse V vaut Rθ point, et que dans le cas où Q est positif, alors en reprenant cette expression, dans le cas où Q est positif, θ point est inférieur à 0. Donc le rayon de la trajectoire ici va être obtenu par valeur absolue de M fois V sur Q fois B. Alors, ici, on connaît déjà la vitesse. La vitesse qui va nous intéresser, c'est la vitesse maximale que l'on a calculée à la question 1. Le rayon associé à cette vitesse maximale, c'est le rayon de la trajectoire associé au moment où le proton quitte le cyclotron. Donc le rayon qu'on va avoir ici, c'est le diamètre du cyclotron que l'on divise par 2. La charge est connue, la masse est connue. Donc on va pouvoir obtenir le champ magnétique ici. Le champ magnétique va valoir la masse fois la vitesse sur le rayon fois la charge électrique élémentaire. Donc là, il suffit maintenant d'effectuer une application numérique et on a complètement caractérisé le cyclotron de Lorentz. Alors, l'application numérique va s'effectuer avec la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, le rayon en mètres, la charge électrique élémentaire en coulomb, pour obtenir B en Tesla. Donc B vaudra ici 0,743 Tesla. Donc ceci est la conclusion du second exercice donc des cols du lundi concernant les mouvements de particules chargées dans les champs E et B. Donc c'est un exercice ici relativement ouvert et qui nécessite pas mal de prérequis. Donc si on commente un petit peu l'exercice, on constate qu'il faut, pour répondre correctement à la question, savoir comment fonctionne un cyclotron, se rappeler que dans les zones de champ magnétique, en l'absence de frottement, les trajectoires sont circulaires, se rappeler que dans la zone centrale d'un cyclotron où règne le champ électrique, eh bien, le champ électrique change alternativement de sens, ce qui permet à chaque passage de la particule de l'accélérer. Et donc on l'accélère à la pulsation dite pulsation cyclotron. Donc il faut avoir pas mal de notions en tête pour répondre correctement à ce type d'exercice. Alors tant qu'on est dans le chapitre, c'est relativement simple. Il faut imaginer maintenant ce qui peut se passer si on arrive à l'oral d'un concours et qu'on a ce type de question qui est posée. Donc vous voyez que ça nécessite quand même de garder en tête les exercices classiques des chapitres et pas uniquement les définitions de cours. Alors, dernière petite remarque sur la pulsation cyclotron. Vous voyez ici, on a dit que θ point était négatif. Alors, on va rappeler comment on détermine θ point. Alors, hop, ici, en utilisant la projection sur ER du PFD, du principe fondamental de la dynamique, on obtient que moins mr θ point au carré vaut Q fois Rθ point fois B.
ceci nous donne θ point, la vitesse angulaire, qui vaudra, alors en simplifiant un petit peu, par R notamment, θ point qui vaudra Q fois B sur M, avec un signe moins qui viendra d'ici. Donc, la vitesse angulaire, on voit qu'elle va être obtenue ici comme étant une vitesse angulaire positive lorsque Q est inférieur à 0, négative lorsque Q est supérieur à 0. Donc ça indique le sens de rotation des particules autour du champ magnétique. Et la valeur absolue de cette vitesse angulaire, donc qui vaudra valeur absolue de Q fois B sur M, c'est ce qu'on va appeler la pulsation cyclotron. Et donc ici, si on réfléchit un petit peu au sens physique de cette grandeur, eh bien on constate que pulsation. On constate que ceci correspond à la vitesse angulaire de la particule. Ça veut dire qu'un tour complet va se faire à la période 2π sur la pulsation cyclotron. Donc ça, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que un demi-tour dans le cyclotron va se faire sur la durée π sur oméga c. Alors maintenant, on réfléchit à la variation de signe du champ électrique. Le champ électrique doit changer de signe entre les deux demi-cylindres à chaque demi-tour de la particule. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la période associée au changement de signe du champ électrique doit être la même que la période associée au tour complet de la particule. On veut en effet sur un tour complet que, on revient ici, on veut sur un tour complet, on part d'ici que une fois le champ E soit positif, demi-tour, une fois le champ E soit négatif, demi-tour, une fois le champ E positif, demi-tour, une fois le champ E négatif, demi-tour. Donc, un demi-tour doit correspondre exactement à la durée sur laquelle le champ E est positif et aussi la durée sur laquelle le champ E est négatif. Donc la pulsation cyclotron, c'est à la fois la vitesse angulaire de la particule, mais c'est aussi la fréquence, enfin c'est aussi la pulsation de changement de signe du champ électrique. Donc de la charge aux bornes du condensateur. Donc de changement de signe de la tension aux bornes du condensateur. Ceci clôture la deuxième partie de la colle du lundi sur le chapitre concernant les champs électriques et magnétiques et les mouvements de particules dans ce type de champ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et je vous dis la suite au prochain épisode.